le couteau s'abattit sur la table avec un claquement qui fit trembler les verres, et le père hurla, « Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes une malédiction. 4 fois la même erreur, envoyée par le diable pour nous ruiner. » Maxime, le plus jeune des quadruplés, sentit son cœur se serrer comme une éponge sous l'eau de Javel, tandis que ses frères Étienne, Félix et Gabriel se recroquevillaient dans l'ombre de leur chambre exiguë, à Belleville, ce quartier parisien où les rêves se noient dans les odeurs de friture et de regret. Dans le silence qui suivit, un sanglot étouffé s'échappa des lèvres de Gabriel, et Maxime sut, au plus profond de ses os, que cette nuit marquerait le début de leur révolte ou de leur fin. Paris, cette ville des amours impossibles et des cœurs brisés, s'étalait sous un ciel de plomb en ce mois de novembre 2025. Les quadruplés Moreau avaient vu le jour 18 ans plus tôt, dans une clinique anonyme du 18e arrondissement, fruit d'une grossesse multiple inattendue pour des parents déjà accablés par la précarité. Jacques Moreau, ouvrier dans une usine de la banlieue nord, et sa femme Marie, femme de ménage à mi-temps, avaient accueilli ces 4 garçons identiques comme une sentence divine. Une erreur, grommelait Jacques chaque soir, en rentrant les poings serrés, les yeux injectés de bière bon marché. Les garçons étaient le portrait craché l'un de l'autre, cheveux châtains clairs coupés courts, yeux verts perçants comme des éclats d'émeraude, et une silhouette élancée qui les faisait ressembler à des ombres jumelles dans les couloirs étroits de leur HLM. Étienne, l'aîné de quelques minutes, était le penseur, toujours le nez dans un livre emprunté à la bibliothèque municipale. Félix, le rebelle, taguait des murs la nuit pour hurler son existence. Gabriel, le sensible, composait des mélodies sur un vieux clavier trouvé dans une poubelle. Et Maxime, le plus discret, rêvait en secret d'un monde où l'amour ne se mesurait pas à la ressemblance. Leur enfance avait été un kaléidoscope de brimades. À l'école primaire de la rue de la Réunion, les camarades les appelaient « les clones du diable » et les professeurs, lassés de confondre leurs bulletins, les regroupaient en une seule entité floue. Chez eux, Jacques alternait entre négligence et explosion de rage, « Vous mangez pour 4, vous coûtez pour 10. Si j'avais su, j'aurais. » Il ne finissait jamais la phrase, mais le sous-entendu planait comme une lame. Marie, effacée dans son tablier taché, se contentait de murmurer des prières catholiques apprises dans son enfance bretonne. Les garçons s'étaient forgé une alliance indéfectible, dormant blottis les uns contre les autres pour chasser le froid qui s'infiltrait par les fenêtres mal jointes. « Nous ne sommes pas une erreur, nous sommes un miracle », se chuchotait Étienne la nuit, mais les mots sonnaient creux face au bleu qui fleurissait sur leurs bras. C'est par un après-midi pluvieux d'octobre que leurs chemins croisèrent celui du docteur Louis Duval. Louis, 35 ans, médecin généraliste dans un centre de santé gratuit du 19e arrondissement, avait fui Lyon 10 ans plus tôt pour Paris, ville des libertés qu'il espérait. Gai assumé depuis ses études de médecine, il portait ses lunettes à monture fine comme un bouclier contre les regards en coin, et son cabinet était un havre pour les invisibles, immigrés sans papier, jeunes toxicomanes, famille monoparentale au bord du gouffre. Ce jour-là, Gabriel s'était effondré en pleine classe, une crise d'angoisse si violente qu'il avait vomi sur le sol de la salle de maths. L'infirmière scolaire, dépassée, avait appelé le centre de santé le plus proche. Louis arriva en blouse blanche froissée, son stéthoscope pendant comme un talisman autour de son cou. « Respirez, mon garçon. Laissez sortir l'air comme si vous souffliez sur une bougie d'anniversaire. » Sa voix était un baume, grave et modulée, avec cet accent lyonnais qui roulait les airs comme des cailloux polis par la Saône. Gabriel, encore tremblant, leva les yeux et vit, pour la première fois, un adulte qui le regardait non pas comme une anomalie, mais comme un être unique. « Je ne suis pas seul, docteur. Il y en a 3 autres comme moi. » Louis haussa un sourcil, intrigué. « 3 autres ? Expliquez-moi ça. » Et Gabriel parla, d'abord en balbutiant, puis en torrent, les quadruplés, la maison étouffante, les mots de leur père qui pesaient comme des enclumes. Louis écouta, le cœur serré. Lui qui avait grandi avec un père homophobe, qu'il avait chassé à 17 ans après avoir trouvé une lettre d'amour à un camarade de classe, reconnaissait en ces garçons les échos de sa propre douleur. Le lendemain, les 4 frères se pressèrent dans le cabinet de Louis, serrés sur une banquette trop étroite pour leur corps semblable. Étienne fixait le sol, Félix croisait les bras en défi, Gabriel triturait ses manches, et Maxime. Maxime observait Louis avec une intensité qui fit rougir le médecin. « Vous êtes tous les 4 ici pour un bilan complet », annonça Louis d'un ton professionnel, masquant le frisson qui le traversait. « Pas seulement physique. Parlons de ce qui vous ronge de l'intérieur. » Les mots sortirent alors, comme un barrage rompu, les insultes du père, les nuits sans dîner, les moqueries à l'école. Louis nota tout,
ses doigts volant sur son ordinateur portable, mais son esprit vagabondait vers Maxime, dont les yeux verts semblaient refléter les siens propres un mélange de vulnérabilité et de feu contenu. Les consultations devinrent hebdomadaires. Louis instaura un rituel, thé à la menthe pour détendre l'atmosphère, et des exercices de respiration collective où ils se tenaient les mains en cercle. Vous n'êtes pas une erreur, les garçons. Vous êtes une symphonie à 4 voix. Imaginez, Étienne la mélodie profonde, Félix les percussions sauvages, Gabriel les harmonies aériennes, et Maxime, la basse qui ancre tout. Il riait, d'abord nerveusement, puis franchement, et Paris, dehors, avec ses klaxons et ses pluies fines, semblait un peu moins hostile. Louis, en rentrant chez lui dans son petit appartement du Marais, relisait ses notes et repensait à Maxime. Ce garçon, avec sa façon de mordiller sa lèvre quand il écoutait, éveillait en lui un désir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Mais il se morigéna, il était leur médecin, pas leur amant. Pourtant, lors d'une séance, Maxime glissa, « Docteur, vous comprenez ce que c'est d'être vu comme différent ?» Louis hésita, puis avoua, « Oui. J'aime les hommes, Maxime. Et mon père m'a traité de monstre pour ça. » Le silence qui suivit fut électrique, chargé d'une compréhension mutuelle qui lia leurs âmes avant même leur corps. Au fil des semaines, les quadruplés s'ouvrirent comme des fleurs sous le soleil. Étienne confia son rêve d'étudier la littérature à la Sorbonne, malgré les notes falsifiées par Jacques pour les garder à la maison. Félix montra ses graffitis, des cris colorés contre l'oubli. Gabriel joua une partition sur le piano du cabinet, une mélodie hantée par les fantômes familiaux. Et Maxime raconta ses nuits solitaires, à imaginer un amour qui le verrait pour lui-même, pas pour sa ressemblance avec ses frères. Louis les encouragea à réécrire leur histoire, des ateliers d'écriture où ils inventaient des récits alternatifs, où les quadruplés n'étaient pas une malédiction mais un don. Écrivez comme si vous teniez la plume du destin, disait-il, et les pages se noircissaient d'encre et de larmes. Mais l'hiver s'installa avec ses vents glacés, et le conflit couva. Jacques, flairant l'absence de ses fils les mardis soirs, les suivit un jour jusqu'au centre de santé. Il surgit dans le cabinet comme un ouragan, poing brandi, « Qu'est-ce que ce tordu fait avec mes garçons ? Un PD qui les monte contre moi. » Louis se leva, pâle mais ferme, « Monsieur Moreau, ces jeunes ont besoin de soins, pas de violence. Asseyez-vous, parlons. » Mais Jacques cracha au sol et empoigna Étienne par le col, « À la maison, tout de suite, ou je vous casse la gueule à tous. » Les frères obéirent, terrifiés, mais Maxime, dans un sursaut de courage, murmura à Louis, « Ne nous abandonnez pas, le médecin promit, le cœur battant. » La nuit suivante, la trahison frappa. Félix, rongé par la peur, craqua sous la pression de son père et avoua tout, les séances, les confidences, et ce regard que Maxime posait sur Louis. Jacques, ivre de rage, appela la police, accusant le médecin d'abus sur mineur. Les gyrophares illuminèrent Belleville comme un sapin de Noël maudit. Louis fut arrêté sur le champ, menottes au poignet, tandis que les quadruplés, interrogés séparément, se murèrent dans le silence. Maxime, seul dans la salle d'interrogatoire, sanglota, « Il nous a sauvés. C'est nous qui l'avons trahi. » Étienne, Félix et Gabriel, de l'autre côté du mur, se haïssaient pour leur faiblesse. La nouvelle fit le tour du quartier, le docteur Gay et les clones maudits. Les médias locaux s'emparèrent du scandale, titrant sur elle, « Erreur familiale » et le « Prédateur en blouse blanche ». Louis passa une semaine en détention provisoire, dans une cellule froide du commissariat central. Les nuits étaient un tourbillon de souvenirs, son propre coming out, jeté à la rue par un père qui préférait un fils mort à un fils homosexuel, ses études financées par des jobs de serveur dans des bars gays du Marais, et maintenant, ces garçons qui incarnaient tout ce qu'il avait perdu ou une fraternité pure, un amour naissant. « J'ai réécrit ma vie pour eux, » murmurait-il à travers les barreaux. Dehors, les quadruplés bouillonnaient. Étienne organisa une pétition en ligne, rassemblant des signatures de voisins las des ragots. Félix tagua le mur du centre de santé, « Louis n'est pas un monstre, Jacques l'est. » Gabriel composa une chanson, 4 voix pour un chœur, qu'il posta sur les réseaux, sa voix tremblante touchant des milliers d'âmes blessées. Le procès fut un théâtre d'ombre. Jacques, sur l'estrade, pleura crocodile, « Ces garçons sont ma croix, et ce médecin a profité de leur faiblesse. » Mais les quadruplés, unis comme jamais, témoignèrent. Étienne parla de résilience, Félix de rage contenue, Gabriel de musique salvatrice. Et Maxime, les yeux rivés à Louis, déclara, « Docteur Duval ne nous a pas touchés.
Il nous a touché l'âme. Il m'a appris à aimer qui je suis, un homme qui aime un homme. La salle retint son souffle. Louis, libre sous caution, croisa son regard, et dans ce instant, l'amour fleurit, pur et défendu, comme une rose dans le béton parisien. La relaxe vint après des jours d'interrogatoire. Jacques, confronté à ses propres démons, une enfance battue, un mariage forcé, s'effondra en audience, avouant ses violences. Marie, pour la première fois, prit la parole, j'ai laissé faire par peur. Mais ces garçons sont mon miracle. Le juge, ému, ordonna une thérapie familiale et une protection pour les quadruplés. Louis quitta la salle avec une amende symbolique pour « relations inappropriées », mais son cœur était libéré. Les jours suivants furent un baume fragile sur des plaies encore vives. Louis reprit son cabinet, mais les murs portaient désormais les échos du scandale, des regards fuyants des patients, des murmures dans les couloirs. Il s'y accrocha, comme à une bouée dans la tempête de la Seine. Les quadruplés, eux, avaient été placés temporairement chez une tante éloignée à Montmartre, une veuve excentrique nommée Colette qui collectionnait des vinyles de Piaf et des livres de Sartre. Ici, pas de jugement, mais chérie, avait-elle dit en les serrant contre elle, son parfum de lavande enveloppant leur peur. Étienne dévorait la bibliothèque de la tante, Félix peignait des fresques murales sur les murs du grenier, Gabriel pinçait les cordes d'une guitare oubliée, et Maxime écrivait des lettres à Louis, des missives cachetées d'un cœur rouge tracé à la main, qu'il glissait sous la porte du cabinet lors de visites furtives. Cher Louis, commençait l'une d'elles, Paris sans toi est comme un livre sans fin, plein de pages blanches où je griffonne ton nom. Tu m'as appris que l'erreur n'existe pas, seulement les histoires qu'on choisit de raconter. Je t'aime, Maxime. Louis relisait ces lignes dans l'intimité de son appartement, une mansarde sous les toits du Marais où les poutres craquaient comme des confidences. Il répondait par des mots prudents, des conseils masqués en tendresse, Maxime, ton courage est une lumière. Écris notre histoire ensemble, mais patiemment. Pourtant, la nuit, seul avec son reflet dans le miroir de la salle de bain, il se confessait, tu es perdu, Louis. Un médecin qui tombe amoureux de son patient, c'est le péché originel de notre profession. Mais l'amour, ce traître parisien, ne s'embarrassait pas de serments hippocratiques. Leur première rencontre clandestine eut lieu un soir de décembre, sous la neige rare qui saupoudrait les pavés de la place des Vosges. Maxime avait convaincu ses frères de couvrir son absence, une promenade pour réfléchir. Louis l'attendait sur un banc, emmitouflé dans un manteau gris, une écharpe rouge comme un drapeau de révolte. Quand Maxime apparut, silhouette élancée dans la lueur des réverbères, Louis se leva d'un bond. Tu es là. Pas de « bonsoir », pas de formalité ou juste ces mots, suspendus dans le froid. Maxime s'approcha, hésitant, puis posa une main sur son bras. Je ne pouvais plus attendre. Tu as réécrit notre histoire, laisse-moi réécrire la nôtre. Leurs lèvres se rencontrèrent alors, timides d'abord, puis affamées, un baiser qui goûtait la neige fondue et les larmes retenues. Paris, indifférente, continuait son ballet de lumière, mais pour eux, le monde s'était arrêté sur ce banc, où 4 siècles d'histoire s'effaçaient pour un instant éternel. De retour chez Colette, Maxime rayonnait, un secret luminescent sous sa peau. Ses frères, sentant le changement, l'interrogèrent sans relâche. C'est Louis, n'est-ce pas, demanda Étienne, un sourire complice aux lèvres. Félix grogna, si ce type te fait du mal, je le peins en vert fluo sur tous les murs de la ville. Gabriel, plus doux, composa une ballade pour eux, 2 âmes en quatuor, l'une pour 4, 4 pour une. Les quadruplés, pour la première fois, se sentirent complets, non plus une erreur multipliée, mais une famille choisie. Ils décidèrent de transformer leur douleur en art, un projet collectif, 4 voix, une performance théâtrale où ils raconteraient leur vie sur scène, au théâtre de la ville, grâce à un financement crowdfunding lancé par Colette. Mais le destin, ce farceur cruel, réservait une nouvelle trahison. Jacques, forcé à la thérapie par le juge, feignait la contrition en session. Je change, Marie. Pour les garçons. Mais en privé, il bouillonnait, hanté par l'humiliation publique. Apprenant par un voisin les escapades de Maxime, il ourdit un plan tordu, reconquérir ses fils en les isolant de Louis. Il se présenta un matin à Montmartre, les bras chargés de gâteaux de la boulangerie du coin et un discours rodé, « Fils, votre père a compris. » C'était la peur qui parlait, pas l'amour. Rentré à la maison, on recommence à zéro. Étienne flancha le premier, nostalgique des dimanches pluvieux où Jacques racontait des histoires de son enfance ouvrière. Félix, méfiant, suivi par loyauté fraternelle. Gabriel, ému par les larmes de son père,
accepta. Maxime, seul contre tous, refusa, pas sans Louis. Il est notre histoire maintenant. La fracture fut immédiate. Jacques, sentant la victoire proche, appela les services sociaux, alléguant que Colette, cette vieille hystérique, influençait négativement les garçons. Une assistante sociale, débordée, ordonna un retour provisoire au domicile parental pour cohésion familiale. Les frères supplièrent Maxime, viens avec nous. On le convaincra. Mais Maxime, le cœur déchiré, choisit l'exil, il squatta un temps chez un ami d'Étienne, puis trouva refuge dans le cabinet de Louis, dormant sur le divan sous prétexte de consultation tardive. Leur amour s'épanouit dans cette précarité, un feu de camp contre le froid hivernal. Louis cuisinait des ratatouilles lyonnaises sur son réchaud électrique, et il parlait des heures, de la peur de Maxime d'être interchangeable en amour, de la solitude de Louis après une rupture amère avec un amant jaloux. Tu n'es pas interchangeable, Maxime. Tu es le ver manquant dans mon poème. Il faisait l'amour avec une tendresse féroce, corps enlacés dans l'étroitesse du lit, où chaque caresse effaçait une cicatrice. Paris, de sa fenêtre, l'éveillait, la tour Eiffel clignotant comme un cœur battant. Pourtant, le haut de la vague approchait, porteur de tempête. Le projet, 4 voix, prenait forme, une date fixée au 15 février au théâtre de la ville, avec des répétitions clandestines où Étienne, Félix et Gabriel, malgré la pression paternelle, se faufilaient pour rejoindre Maxime et Louis. Jacques, flairant le complot, les surprit un soir en répétition dans un sous-sol du centre culturel de Belleville. La rage le submergea, trahison. Vous choisissez ce déviant contre votre sang? Il gifla Félix, qui riposta d'un uppercut maladroit. La bagarre éclata, corps emmêlés dans la poussière, cris résonnants comme un opéra tragique. Louis, accouru, sépara les combattants, mais pas avant que Jacques ne hurle « Je vais tout détruire ». Le théâtre, votre vie, tout. La menace plana comme un nuage noir. Jacques, dans un accès de désespoir alcoolisé, contacta un journaliste sensationnaliste du Parisien, déversant un flot de mensonges, abus, corruption, un complot gai pour « voler » des enfants vulnérables. L'article parut le lendemain, titré « Les quadruplés maudits, victimes d'un médecin pervers ». Le théâtre annula la représentation sous pression publique, les sponsors se retirèrent, et les quadruplés se virent assignés à résidence par les autorités. Maxime, brisé, se réfugia chez Louis, c'est fini. Notre histoire s'arrête là. Mais Louis, les yeux flamboyants, secoua la tête, non. On réécrit la fin. Avec du cran, pas des regrets. Le scandale enflamma Paris comme une mèche allumée dans une poudrière. Les réseaux sociaux, ces amphithéâtres modernes, regurgitèrent des théories du complot, les clones et le docteur démoniaque, une famille brisée par l'agenda LGBT. Des manifestations sporadiques fleurirent devant le centre de santé, des pancartes homophobes brandies par des groupes ultra-conservateurs. Louis, sommé de démissionner par la direction, refusa « Je soigne les âmes, pas les apparences ». Mais intérieurement, la peur le rongeait non pour lui, mais pour Maxime, dont les yeux verts s'assombrissaient de jour en jour. Les frères, cloîtrés à la maison Moreau, subissaient un siège silencieux, Jacques, maître incontesté, confisquait leur téléphone, rationnait les sorties, et psalmodiait des leçons bibliques tordues sur la pureté familiale. Pourtant, dans l'ombre, la rébellion couvait. Étienne, le stratège, avait caché un vieux téléphone prépayé dans une latte du plancher. Il coordonnait des messages codés avec Colette, qui mobilisait ses cercles artistiques du Montmartre bohème. Félix, le feu follet, gravait des symboles de soutien à un cul entrelacé d'un cœur sur les murs de Belleville, des graffitis qui se viralisaient sous le hashtag 4 voix libres. Gabriel, l'âme musicale, enregistrait des extraits vocaux sur un dictaphone dissimulé, des fragments de leurs pièces qui circulaient comme des samizdates numériques. Et Maxime, depuis l'appartement de Louis, rédigeait le climax de leur histoire, une lettre ouverte à la nation, un manifeste d'amour et de vérité. Nous ne sommes pas une erreur, nous sommes une révolution à 4. Et Louis est notre plume. Louis, de son côté, ourdissait un contre-plan. Il contacta un avocat pro bono, un ancien amant reconverti en militant des droits LGBTQ+, nommé Thierry. Ensemble, ils compilèrent des preuves, témoignages de patients, notes de thérapie, et même des enregistrements audio des violences de Jacques, capturés par Gabriel lors d'une crise. C'est du solide, assura Thierry, ses lunettes cerclées d'or reflétant la détermination de Louis. Mais il faut un coup d'éclat. Quelque chose qui retourne l'opinion.
l'idée germa lors d'une nuit blanche, une performance flash mob, non pas au théâtre annulé, mais sur les marches du palais de justice, le jour du procès en appel de Jacques pour violence conjugale et parentale. 4 voix, renaîtraient des cendres, publiques et imprévisibles. Préparer ce coup fut une danse sur le fil du rasoir. Maxime, déguisé en livreur de pizza, se faufilait chez ses frères pour des répétitions chuchotées dans la cave. Étienne récitait des monologues shakespeariens adaptés à leur saga, Être ou ne pas être une erreur. Félix chorégraphiait des mouvements synchrones, leurs corps identiques formant une toile vivante de douleur et de triomphe. Gabriel infusait la musique, un mélange de rap urbain et de chant grégorien, un hymne à l'identité fluide. Louis, metteur en scène de l'ombre, peaufinait les dialogues, infusant son propre arc. J'ai fui mon passé pour guérir le vôtre, maintenant, guérissons-nous mutuellement. Leur amour, Maxime et lui, était le fil rouge, des baisers volés dans les escaliers sombres, des promesses murmurées contre la peau. Si on échoue, au moins on aura aimé, soufflait Maxime. Louis répondait, on n'échouera pas. L'amour est notre meilleur script. Le jour J arriva sous un ciel bas de février, la Seine gonflée par les pluies incessantes. Le procès de Jacques se tenait à midi, une formalité attendue pour une condamnation légère. Mais à 11 heures, les quadruplés surgirent sur les marches du palais, 4 ombres en jean noir et chemise blanche, micros improvisés à la main. La foule, mélange de journalistes, badauds et militants, s'immobilisa. Étienne entama, nous étions appelés une erreur 4 fois la malédiction d'un père brisé. Félix enchaîna, voix rauque, mais nous avons appris à peindre notre propre toile, à taguer le destin. Gabriel chanta, sa guitare acoustique pleurant des notes, 4 voix pour un cri, un amour sans frontières. Et Maxime, au centre, les yeux fixés sur Louis qui observait depuis la foule, déclara, un homme nous a tendu la plume, le docteur Louis Duval, qui aime comme nous rêvons librement, profondément. Il n'est pas un prédateur, il est notre sauveur. La performance dura 15 minutes, un tourbillon d'émotions qui balaya les marches comme une marée. La foule applaudit, filma, partagea. Jacques, arrivant menotté pour son audience, vit l'écran géant du tribunal retransmettre l'événement en direct. Son visage se décomposa, un mélange de fureur et de révélation. Il hurla, mensonge, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Les juges, touchés, ajournaient l'affaire pour « nouvelle preuve ». Les médias pivotèrent, du scandale à la rédemption, les quadruplés réécrivent leur destin, titra Le Monde. Pourtant, le climax personnel frappe à Maxime comme un éclair. Ce soir-là, seul avec Louis dans l'appartement, il avoua « Mes frères m'ont trahi une fois, par peur. Et si je te trahis, moi, par faiblesse ?» Louis le serra, front contre front, la trahison n'est pas une fin, c'est une page à tourner. Aime-moi avec tes failles, Maxime. Leur étreinte fut un ouragan, corps fusionnés dans une danse primitive, où chaque gémissement effaçait les doutes. Mais au petit matin, un appel d'Étienne brisa l'idylle, Père a fait une tentative. Il dit qu'il veut nous voir, tous, pour s'excuser. Le pardon, ce mirage humaniste, devint le nouveau champ de bataille. Les quadruplés se réunirent à l'hôpital où Jacques gisait, perfusé et pâle, un fantôme de l'ogre qu'il avait été. Marie veillait, les mains nouées comme une prière inachevée. Fils. Je suis désolé. Votre naissance m'a terrifié aux 4 vies que je ne pouvais porter. Et ce docteur. Il vous a donné ce que je n'ai pas pu. Étienne pleura, Félix serra les poings, Gabriel posa une main sur l'épaule de son père. Maxime, silencieux, lut dans les yeux de Jacques un écho de sa propre vulnérabilité. Tu n'es pas une erreur, père. Tu es un chapitre. Louis, présent en tant que médecin traitant, observa de loin, son cœur gonflé de fierté et de crainte. La réconciliation fut fragile, un verre de cristal sur une table bancale. Jacques entama une cure de désintoxication, Marie reprit des cours du soir pour devenir aide-soignante. Les quadruplés, libérés des assignations, réinvestirent, 4 voix, dans une tournée des théâtres alternatifs, du Bataclan revisité à des scènes ouvertes de la Bastille. Leur première, au Café de la Gare, fut un triomphe, rire, larmes, standing ovation. Louis, au premier rang, applaudissait avec des larmes aux yeux, Maxime lui dédiant la dernière scène, à l'homme qui nous a appris que l'amour réécrit tout. Mais sous la surface, des ombres persistaient. Félix, hanté par sa propre trahison initiale, sombra dans une relation toxique avec un artiste plus âgé, un écho de la violence paternelle. Étienne, obsédé par le succès, négligea ses études, flirtant avec l'orgueil. Gabriel,
trop sensible, sombra dans une déprime post-traumatique, composant des leaders funèbres. Et Maxime, déchiré entre son amour pour Louis et le poids de la fraternité, douta, sommes-nous vraiment libres, ou juste des marionnettes dans un nouveau scénario? Le printemps 2026 fleurit à Paris avec une insolence poétique, les cerisiers du Champ de Mars éclatant en pétales roses comme des confettis d'espoir. 4 voix devint un phénomène, invitation à Avignon, critiques élogieuses dans Télérama, un podcast viral où les quadruplés disséquaient leur odyssée. Louis, promu coordinateur de santé mentale au centre, intégra leur histoire dans des ateliers pour jeunes en détresse, un cercle vertueux où douleur rimait avec guérison. Son amour pour Maxime s'approfondit, passant du feu de paille à une braise constante, des dîners aux chandelles dans des bistrots cachés de Saint-Germain, des promenades le long du canal Saint-Martin où ils se tenaient la main sans crainte, Paris devenu leur complice. Pourtant, la trahison, cette vipère endormie, se réveilla sous une forme inattendue. Colette, la tante bienveillante, révéla un secret enfoui lors d'un dîner familial improvisé sur sa terrasse surplombant la ville. Vos parents ne vous ont pas voulu par accident, mes chéris. Marie avait une liaison, vous êtes né d'un donneur anonyme, choisi pour réparer à un mariage stérile. Jacques l'a su trop tard. La bombe éclata, fragmentant la fragile unité. Étienne, le rationaliste, accusa une erreur scientifique, alors? Pas divine, juste médicale. Félix explosa, et Père Kinou haïssait pour ça un amant fantôme. Gabriel se mure dans le silence, composant une symphonie discordante. Maxime, effondré, confronta Marie, étais-tu malheureuse à ce point? Elle pleura, j'aimais un autre, oui. Mais vous êtes à moi, malgré tout. Louis, tenu à l'écart par Maxime pour protéger notre bulle, apprit la nouvelle par un appel paniqué d'Étienne. Il accourut à Montmartre, trouvant les frères en conciliabule fiévreux. C'est pire que tout, murmura Maxime, blotti contre lui. Si nous sommes une réparation, qu'est-ce que ça fait de notre histoire? Louis, sage comme un ancien chêne, répondit, ça l'enrichit. Vous n'êtes pas une erreur, vous êtes un pont entre les regrets et les possibles. Laissez-moi vous aider à relier les fils. Il organisa une retraite familiale à la campagne, dans une abbaye reconvertie en centre de ressourcement près de Giverny, où Monet avait peint ses nymphéas comme des âmes apaisées. Là-bas, sous les arches de pierre et les jardins en fleurs, la vérité se dénoua en couches. Jacques, sobre depuis 3 mois, avoua son infertilité comme une onde virile, j'ai vu en vous le fantôme de cet autre homme. Marie parla de son amour perdu, un musicien parti en tournée, et de la culpabilité qui l'avait muselé. Les quadruplés, pour la première fois, interrogèrent leur identité, sommes-nous des copies, ou des originaux multipliés? Étienne trouva la réponse dans un essai de Camus, l'absurde n'est pas dans la naissance, mais dans le refus de la vivre. Félix transforma sa rage en une série de toiles abstraites, 4 visages fusionnés en un. Gabriel composa, Ponts invisibles, une œuvre pour quatuor à cordes. Maxime, guidé par Louis lors de promenades au bord de l'Epte, écrivit une nouvelle fin, nous naissons de silence, mais nous chantons nos vérités. Leur amour à tous deux culmina lors d'une nuit étoilée, dans les ruines d'un moulin abandonné. Louis, vulnérable, confia son propre secret, j'ai un passé, Maxime. Un ex, Arnaud, qui m'a quitté parce que je guérissais trop les autres et pas nous. Il m'accusait de fuir l'intimité. Maxime, les doigts entrelacés aux siens, répondit, tu ne fuis plus. Avec moi, tu construis. Leur union fut sacrée, un rituel païen sous la lune, où corps et âme se mêlèrent en une symphonie privée, l'herbe humide témoin de leur vœu muet. Au matin, ils rentrèrent à Paris transformés, prêts pour le vrai climax, une édition revisitée de 4 voix, intégrant le secret de leur conception, jouée au théâtre du Châtelet pour un public trié sur le volet. Mais le destin, joueur impitoyable, lança son dé. Juste avant la première, Félix disparut. Un mot griffonné sur son chevalet, je ne supporte plus d'être 4. Besoin d'être 1. La panique s'empara du groupe. Étienne fouilla les hôpitaux, Gabriel appela les flics, Maxime et Louis ratissèrent les squats artistiques de la butte. Jacques, rongé par la culpabilité, confessa, c'est ma faute. Je l'ai poussé dehors hier, pour une bêtise. La recherche dura 48 heures d'enfer, Paris se muant en labyrinthe cruel. Ils le trouvèrent enfin, effondré dans un café miteux de la Goutte d'Or, sous les entourés de toiles inachevées. Je me sens invisible. Même avec vous, je suis juste le rebelle du lot. Les frères le serrèrent, un câlin à 4 qui dissipa les ombres. Louis, médiateur,
proposa, écris ton solo dans la pièce. Sois Félix, pas le rôle. La première au Châtelet fut cathartique. Sous les lustres cristallins, devant un parterre de critiques, militants et anonymes, 4 voix déploya ses ailes. Le solo de Félix, un cri pictural projeté sur scène, arracha des sanglots. Le duo de Maxime et Louis, une scène d'amour chaste mais poignant, c'est là leur union publique. Jacques et Marie, au balcon, pleurèrent en silence. À la fin, ovation debout, et un journaliste du Figaro lança « Pas une erreur, un chef-d'œuvre ». Pourtant, dans l'euphorie, une fissure subtile apparut. Maxime, acclamé comme le narrateur, sentit la jalousie ronger Étienne, tu brilles plus fort depuis Louis. Es-tu encore l'un de nous? La question, innocente en surface, planta une graine de doute. Louis, sentant le vent tourner, avertit, l'amour fraternel est un feu, ne le laissez pas consumer l'autre. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur languide, les fontaines de la Concorde chantant des hymnes à la Renaissance. 4 voix, s'étendit en tournée européenne, Bruxelles, Berlin, Amsterdam, chaque ville un chapitre ajouté à leur légende. Les quadruplés de Vin Ricône, interview à France Inter, couverture de magazine queer, un TED Talk où Étienne disséquait, l'identité multipliée. Félix exposa ses toiles à la FIAC, Gabriel signa avec une maison de disques, et Maxime, co-auteur avec Louis d'un livre autobiographique, Réécrire l'erreur, grimpa dans les listes des best-sellers. Jacques, en probation, trouva un emploi stable comme gardien de chantier, sa sobriété un rempart contre les démons. Marie, diplômée aide-soignante, soignait désormais au centre de Louis, un cercle de guérison poétique. L'amour de Louis et Maxime, ancré dans cette effervescence, mûrit en un partenariat solide. Ils emménagèrent ensemble dans un loft rénové du 11e arrondissement, murs blancs ornés de graffitis de Félix et de partitions de Gabriel. Les nuits étaient des festins d'intimité, dîners sur le balcon avec vue sur la Bastille, où Maxime lisait des extraits de leur livre à voix haute, Louis riant aux anecdotes partagées. Leur sexualité, explorée avec une curiosité infinie, était un langage secret, caresse lente sous les draps de lin, murmure de « je t'aime » en écho au klaxon lointain. « Tu m'as guéri, Louis », confiait Maxime, tête sur son torse. « Non, nous nous sommes guéris mutuellement », répondait l'autre, embrassant sa tempe. Mais le vrai test arriva avec l'automne, quand une offre mirobolante sépara les fils. Un producteur hollywoodien, séduit par leur histoire, proposa une adaptation cinématographique, 4 voix, à l'écran, avec casting international, tournée en partie à Los Angeles. Étienne sauta sur l'occasion, c'est notre chance de conquérir le monde. Félix et Gabriel, emballés par les avances, suivirent. Maxime hésita, déchiré, et notre famille ici? Père, mère, toi? Jacques, fier pour la première fois, encouragea, allez, fiston. Réécrivez l'histoire américaine maintenant. Mais Louis, sentant le piège, avertit en privé, Hollywood est un mirage. Il dévore les âmes fragiles. La trahison finale, subtile et dévastatrice, germa lors des négociations. Le producteur, un requin au sourire carnassier, exigea un arc romantique édulcoré, l'histoire d'amour de Maxime et Louis reléguée en sous-texte, pour plaire au grand public. Étienne, avide de gloire, accepta en secret, modifiant le script pour atténuer le coming out. C'est business, Maxime. On ne peut pas tout risquer. Quand Maxime découvrit la trahison à un brouillon fuité par un assistant, le monde s'effondra. Tu nous vends pour des Oscars, hurla-t-il à Étienne lors d'une confrontation explosive au loft. Les frères se disputèrent, voix brisée, Félix accusa Étienne d'hypocrisie, Gabriel pleura l'intégrité perdue, et Maxime, cœur en lambeaux, claqua la porte. Il erra cette nuit-là dans Paris, sous une pluie battante qui lavait les rues comme des péchés. Louis le retrouva au pont des Arts, cadenassé de promesses d'amour passées. Ils m'ont trahi encore. Pour la lumière des projecteurs. Louis l'enlaça, trempé jusqu'aux os, pas tous. Et pas moi. Choisis ton histoire, Maxime. Pas la leur. Dans l'aube grise, ils décidèrent, refuser le film, transformer la trahison en fioul pour une suite, voix dissidente, une œuvre plus radicale, jouée dans des théâtres indépendants, sans compromis. La réconciliation avec les frères fut un long chemin pavé de lettres et de silence. Étienne, confronté à son orgueil, s'excusa lors d'une visite au loft, j'ai eu peur de l'ombre de père en moi. Pardonne-moi. Félix et Gabriel, repentant, ajoutèrent leur voix, on reste 4, toujours. Maxime, magnanime, accepta,
mais avec une clause, plus de secret. On réécrit ensemble, ou pas du tout. Jacques, apprenant l'affaire, offrit un geste inattendu, une sculpture brute, taillée dans un bois flotté de la Seine, représentant 4 mains jointes. Pour que vous ne vous lâchiez plus. Le dénouement vint un soir de novembre 2026, anniversaire de leur première crise. Sur les quais de la Seine, sous le pont où le prompt imaginaire les avait figés en mémoire, les quadruplés et Louis se réunirent. Marie et Jacques, en retrait, observaient. Étienne lut un poème, Félix projeta une lumière colorée sur l'eau, Gabriel chanta une berceuse, et Maxime, main dans celle de Louis, conclut, nous étions appelés une erreur. Mais nous avons réécrit l'histoire non pas pour effacer, mais pour embrasser. Avec amour, avec frère, avec pardon. Louis, ému, glissa une bague simple à son doigt, et avec toi, pour toujours. Paris, éternel, scintilla autour d'eux. Pas de fin hollywoodienne parfaite, juste une humanité brute, où les erreurs deviennent légendes, et les amours, des phares dans la nuit. Les quadruplés, plus unis que jamais, marchèrent vers l'avenir, plume en main, cœur battant. Et dans le silence de la scène, une voix murmura, miracle accompli.